Ah oui, la réponse. Vous donnez la réponse. Oui, j'ai pas oublié. On va vous donner la réponse. Enfin, je vais essayer. On a vu qu'il y a plein d'anomalies sur ces radios. Maintenant, on va essayer de faire une liste de diagnostics différentiels, éliminer tout ce qu'on peut éliminer et garder en tête ensuite ce qu'on ne peut pas éliminer pour essayer d'arriver à un diagnostic final. En tout cas, c'est comme ça qu'on est censé raisonner d'après Dr House. Donc, rappel de ce qu'on a vu. On a vu qu'il y a une ostéopénie diffuse, le squelette est trop transparent. Il y a des anomalies des épiphyses, des lignes de physe et des métaphyses. Les métaphyses sont élargies, les épiphyses sont irrégulières. Le rebord des lignes de physe sont également irréguliers, élargis et enfoncés en cupule. On avait aussi remarqué au niveau des hanches qu'il y a probablement une coxa profunda et une déformation là-haut en coxa vara. On avait aussi un aspect arqué des os longs avec une déformation en varus des fémurs, en valgus des tibias et des fibulas. Et on avait ces fameuses lignes denses métaphysaires là qui peuvent correspondre à des lignes d'arrêt de croissance ou à d'autres anomalies. On va y revenir. Donc tout ça, ça fait un paquet d'anomalies. On va prendre par un morceau et on va voir jusqu'où on va arriver. En premier, on va s'intéresser à donc ces fameuses lignes transverses denses au niveau des métaphyses, qu'on appelle des lignes de Harris, lignes d'arrêt de croissance. En tout cas, dans certains cas, c'est ça. Ça correspond à des zones où l'os a continué à se densifier alors qu'il a arrêté de grandir en longueur. Ça se retrouve dans tout un tas de situations de stress métabolique pendant la croissance, notamment chimiothérapie, cancer ou certains traitements. On peut aussi citer des troubles de croissance liés à des problèmes phosphocalciques, notamment les traitements par biphosphonate, et toute cause de déficit en vitamine D, de déficit en calcium ou d'hyper ou d'hypophosphatémie. Ces anomalies vont donner notamment ce qu'on appelle le rachitisme. C'est les manifestations musculo-squelettiques au cours de la croissance de ces problèmes du métabolisme phosphocalcique. Il y a d'autres causes systémiques un peu moins fréquentes, les anémies chroniques, notamment dans le cadre d'une population pédiatrique, ça peut se retrouver sur les bêta-thalassémies ou la drépanocytose, donc des anémies chroniques sur des maladies de l'hémoglobine. En autre cause d'anémie chronique, qu'on peut retrouver chez les enfants et qui vont avoir des manifestations squelettiques particulières, il y a le saturnisme, l'intoxication au plomb. On n'en entend plus trop parler en France depuis qu'on a arrêté de mettre du plomb dans les peintures. Pour petite histoire, les peintures au plomb, c'est un petit goût sucré délicieux pour les enfants. Enfin, pour ces bandes métaphysaires denses, on peut noter une pathologie beaucoup plus rare, extrêmement rare, et qui ne peut pas être incluse dans la liste des diagnostics différentiels, c'est l'ostéopétrose, qui provoque une densification diffuse du squelette. Donc forcément, ça ne colle pas avec notre tableau clinique de déminéralisation diffuse. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces déformations des métaphyses élargies, en flacon d'Erlenmeyer, en tout cas élargies, ces anomalies irrégulières de la ligne de Physe? On peut commencer par le plus difficile. Tout ça, ça peut se retrouver dans une très vaste gamme de dysplasies osseuses. Les dysplasies osseuses, il y en a plein. C'est des maladies soit génétiques, soit métaboliques. La plus fréquente, la plus connue, c'est l'achondroplasie. Si le mot achondroplasie, comme ça vous dit rien, eh bien, c'est Mimimati, c'est Passepartout dans Fort Boyard, c'est ça, l'achondroplasie. Une autre forme fréquente qui va également être associée à une déminéralisation osseuse diffuse, qui pourrait donc plus correspond à notre tableau clinique, c'est l'ostéogenèse imparfaite. C'est une maladie génétique rare qui va provoquer des dysplasies osseuses et une déminéralisation diffuse. D'autres formes qui pourraient éventuellement correspondre, c'est la gamme des dysplasies métaphyso-épiphysaires ou chondrodysplasie métaphyso-épiphysaire, les dysplasies épiphysaires multiples et les dysplasies spondylo-épiphysaires. Bon, ça ne vous parle pas particulièrement, mais c'est une vaste gamme en fait d'anomalies osseuses constitutionnelles. Pour les dysplasies osseuses, il y a quand même un point intéressant à mentionner, c'est qu'on peut éliminer a priori la maladie des exostoses multiples. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la maladie des exostoses multiples, appelée également épiphyséalaclasia, ça me revient, elle est associée à ces anomalies-là au niveau des métaphyses et également au niveau des phalanges. Mais il y a bien sûr des exostoses multiples, et là, on n'en voit nulle part. L'autre chose auquel on pourrait penser, c'est les dysplasies fibreuses, ou alors les polyostotiques, ou alors la maladie d'Ollier, l'enchondromatose multiple, ou la maladie de Maffucci, qui fait la même chose avec également des angiomes. Là, il n'y en a pas, il n'y a pas d'anomalie focale osseuse, donc on peut écarter ces gammes diagnostiques-là. Beaucoup de gens ont également parlé du tibia vara, également appelé maladie de Blount. Bien sûr, ça n'expliquerait une anomalie que ici et pas tout le reste, donc on peut l'oublier aussi. Donc à part les dysplasies osseuses, qu'est-ce qui nous reste pour expliquer toutes ces anomalies qu'on a ici? Il y a le rachitisme. Le rachitisme, c'est la manifestation osseuse chez l'enfant des troubles du métabolisme phosphocalcique avec en première cause les déficits en vitamine D ou des défauts d'apport en calcium ou en phosphate. Également, d'autres pathologies vont se manifester par un rachitisme.
On a également les anémies chroniques dont on a déjà parlé, qui peuvent également donner ces anomalies. Et il y a la carence en vitamine C, le scorbut. Alors ça ne fait pas que mourir les matelots pendant la Renaissance et faire saigner des gencives, ça donne également des anomalies osseuses lors de la croissance, et ça peut arriver aussi. Et les jambes arquées alors les jambes arquées chez les enfants, surtout les petits enfants, ça peut être physiologique. Par contre, là, c'est trop marqué, surtout au niveau des jambes, là, avec les tibias et fibulas déformés vers l'extérieur. Donc, ça rentre avec les autres anomalies dans les choses qu'on doit retenir comme étant pathologiques sur cette radio. On peut retrouver le scorbut et le rachitisme comme cause, vu que c'est associé à la fragilité osseuse. Il y a la maladie de Blount, mais ça touchera encore une fois que les tibias en tibia vara. Et il y a, de façon un peu plus rare, mais on n'a pas encore parlé, la neurofibromatose de type 1. Donc ça peut toujours être intéressant de garder ça à l'esprit comme une cause de embarquée. Sinon, on se retrouve encore une fois dans la gamme des dysplasies osseuses constitutionnelles. On va jamais s'en sortir, il y a trop de diagnostics. En fait, il faut réfléchir pas que comme des radiologues, mais comme des vrais docteurs. Oui, on peut faire autre chose que regarder la radio. Donc là, clairement, les choses qui reviennent le plus, ça va être rachitisme, scorbut, donc des déficits en vitamine D ou en vitamine C, ou éventuellement d'autres causes de rachitisme qui sont faciles à explorer. Ça va être les anémies chroniques, encore une fois quelque chose qui est facile à explorer, ou alors on rentre dans la gamme des dysplasies osseuses, qui est plus embêtante parce qu'il n'y aura pas de traitement, ou beaucoup plus difficile, et ça va être associé à éventuellement d'autres problèmes de santé. Et donc on va sortir notre carte secrète de radiologue, on va écrire dans le compte-rendu. Non, sans rire, on va en tout cas le dire aux cliniciens, mais c'est une évidence. Il faut confronter cette unique radio des membres inférieurs au reste du bilan. Alors radiographique, parce que toutes les dysplasies osseuses, également les bêta-thalassémies, la drépanocytose sont associées à d'autres pathologies squelettiques, surtout au niveau du rachis, de la voûte du crâne et du faciès. Et bien sûr, à la biologie, on va simplement doser la vitamine D, faire un bilan phosphocalcique, vérifier s'il y a une anémie, regarder s'il y a des déficits d'apport en vitamine C et on pourra avoir notre diagnostic. Si on ne l'a pas avec ça, alors on rentre dans l'histoire des dysplasies métaphyso-épiphysaires ou dysplasies osseuses et il faut envoyer le patient à un centre expert. Bouh, le radiologue, il donne pas un diagnostic. Ok, je vais donner un diagnostic. Je pense que les gens qui ont dit rachitisme dans les commentaires avaient raison. Ouh, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est ce qui colle le mieux et c'est aussi un diagnostic qui est assez fréquent et facile à vérifier. Si c'est pas ça, c'est probablement une dysplasie osseuse. Voilà. Le scorbut, c'était une idée parce que ça explique une partie des anomalies, mais il y a des choses qu'on voit quasiment constamment dans le scorbut qu'on voit pas là, comme les hématomes sous-périostés ou la densification des noyaux épiphysaires qui ne sont pas présentes sur cette radio. Ça arrive à cause des saignements parce que quand on a un déficit en vitamine C, on a des troubles de la coagulation. Donc bravo à ceux qui ont dit rachitisme, je pense que c'est le plus probable, mais n'oubliez pas que le diagnostic là n'est pas un diagnostic de radio et qu'il faut faire tout un petit bilan pour avoir la réponse finale. Merci à vous et bravo. Et abonnez-vous.